Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'éteindre vos micros, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, donc je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui au nom du Carrefour Recherche et Pratique organisé par la Haute École de Santé Freiburg. Aujourd'hui, nous avons toujours des invités de très grande qualité, mais aujourd'hui, particulièrement la chance d'avoir la professeure Véronique de Goumont, infirmière spécialiste clinique, PhD et professeur HES associé à l'Institut et Haute École de la Santé La Source à Lausanne, qui est évidemment membre du réseau de la Haute École spécialisée de Suisse occidentale HES-SO. Donc, Véronique est ici pour nous parler de son projet de thèse donc de doctorat qui a été terminé et rendu à l'Institut universitaire d'études infirmières de l'Université de Lausanne en mars 2021. Sa thèse portait sur le développement de soins infirmiers familiaux pour des patients atteints de lésions cérébrales acquises dès la phase initiale de l'hospitalisation. Elle vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. Ce travail se fait, je ne dis pas qu'il se faisait parce que justement le projet continue. Ce travail se fait en partenariat vraiment très étroit avec les familles et les professionnels de la santé. Il s'agit d'une nouvelle intervention systémique appelée Saphir. Et ce qui est très important de dire, et je crois pouvoir affirmer que c'est dans l'ADN d'une certaine façon des HES, et en particulier de la HES-SO, il s'agit donc d'un projet de thèse qui a vraiment une portée pratique, qui change vraiment la vie des patients, de leurs proches, et aussi change la manière de travailler des professionnels de la santé. Donc, il s'agit, vous l'aurez bien compris, d'un projet très important pour les patients eux-mêmes, pour leurs proches, pour la relève. Et c'est pour ça que je suis très fier aujourd'hui de vous présenter la professeure Véronique de Goumont. Je vous invite à prendre la relève, sans jeu de mots, et poursuivre avec votre présentation. Un petit mot pour les autres personnes, vous pouvez laisser l'image si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, coupez le micro. Et si possible, pas de questions pendant la présentation, à moins qu'il s'agisse vraiment de questions de compréhension. Dans ce cas, veuillez s'il vous plaît utiliser le chat. Vous aurez le temps de poser des questions de vive voix à la fin. Merci encore à vous, Véronique. Bonsoir à tous. Ça me fait bien plaisir de vous voir et puis de voir aussi certains d'entre vous. Donc, je vais commencer tout de suite par présenter, par vous partager ma présentation. Pardon. Donc, c'est pas du tout ça. Excusez-moi. Hop. Je vous remets. Voilà. Donc, c'est si petit. Voilà. Tac. Alors, merci effectivement de m'arrêter tout de suite si vous ne voyez pas bien la présentation ou si vous ne m'entendez pas bien. Par contre, c'est vrai que si vous avez des questions qui sont relatives au projet, je vous demanderai de les garder pour la fin parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour un projet qui m'a occupé et qui m'occupera encore, j'espère, pendant quelques années. Donc, je vais essayer de couvrir au maximum le projet. Et puis, si évidemment il y a des questions de compréhension, arrêtez-moi. Et pour la suite, je me réjouis de discuter de tout ça avec vous. J'ai vu que dans l'Assemblée, il y a des gens aussi très importants pour Saphir. Donc, ce sera vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous à ce sujet. Comme l'a dit Monsieur Derek, c'est vrai que le projet, il a plusieurs phases. Il y a vraiment eu la phase de développement de l'intervention, celle-ci est normalement plus ou moins terminée. Puis il continue maintenant parce que il y a la phase d'implémentation qui devrait pouvoir se poursuivre. Il y a eu vraiment des prémices pour le moment. Donc, le sujet de la thèse, le titre, c'est le développement d'une intervention infirmière complexe pour soutenir les familles des personnes cérébro-lésées en phase aiguë d'hospitalisation. Ce
qui a peut-être pas été dit dans la présentation et qui est vraiment très important pour moi, c'est que donc moi je suis infirmière depuis 2008 et puis j'ai commencé ma carrière en neurochirurgie et c'est vrai qu'assez vite je me suis retrouvée face à des familles qui étaient dans des états de choc importants, qui étaient dans des états émotionnels intenses par rapport à ce que pouvaient vivre leurs proches atteints d'un AVC ou d'un traumatisme crânien. Et puis finalement c'est ça qui a fait que je suis là aujourd'hui à pouvoir vous présenter ce projet. C'est parce que je me suis dit qu'il y avait quelque chose que nous, en tant qu'infirmières, on devait faire, c'est-à-dire porter la voix de ces familles et essayer d'améliorer les soins, notamment dans la phase aiguë d'hospitalisation où personnellement, je trouvais qu'on était assez démunis et assez peu outillés pour pouvoir prendre soin de ces familles. Donc aujourd'hui, je suis professeure associée à La Source et j'en suis ravie. Je suis aussi responsable du laboratoire d'enseignement et de recherche en santé de l'enfant, mais aussi en santé de la famille. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc, ma thèse, elle a été terminée cette année. Elle était supervisée par professeur Anne-Sylvie Ramlet de l'UFRS et par professeur Philippe Rivelin, qui était le directeur du département des neurosciences cliniques. Deux personnes importantes dans ce projet, c'est le directeur des soins du département des neurosciences cliniques du CHUV, donc l'infirmier-chef, monsieur Daniel Joie, et puis la marraine du projet qui est parmi nous, madame Marlène Poget de l'association Fragile. Donc, ça a été un projet de plusieurs années, comme je vous l'ai dit, puis j'ai eu beaucoup de chance d'être soutenue par la HESSO dès le début, par le CHUV et donc par ESAV et La Source. Donc, pour commencer, il faut quand même que je vous explique un tout petit peu c'est quoi une lésion cérébrale acquise, parce que évidemment, pour moi, c'est tout à fait logique. En fait, une lésion cérébrale acquise, c'est toutes les lésions cérébrales qui interviennent après la naissance, donc pas congénitales, mais qui viennent au cours de la vie et qui sont pas liées à une dégénérescence du cerveau. Principalement, dans la littérature, on retrouve les traumatismes crâniens ou les accidents vasculaires cérébraux. Il peut aussi y avoir les tumeurs cérébrales, mais vraiment les deux pathologies principales, c'est l'AVC et le TCC. Il faut savoir quand même que c'est l'une des principales causes d'incapacité et de décès chez les adultes dans le monde. Donc, c'est une thématique importante. Chaque année, il y a 69 millions de personnes qui font un TCC dans le monde et une personne sur 4 fera un AVC durant sa vie. En Europe, il y a environ 2,5 millions de personnes qui souffrent d'une lésion cérébrale acquise. Et en Suisse, c'est 130 000 personnes qui vivent avec les conséquences de la lésion, tout comme leur famille. Et c'est là, en fait, où ce travail prend tout son sens, c'est de considérer le patient, mais aussi ce que vit la famille qui entoure ce patient, parce que, évidemment, avant d'être un patient, on reste une personne. Et quand je parle de famille, c'est la famille dans toutes ses formes. La définition du cadre théorique que j'ai choisi, qui est donc l'approche systémique familiale développée par Wright et Lié, qui donne la définition de la famille est un groupe d'individus liés par un sentiment d'appartenance profond où chacun se sent membre de la famille. Ça inclut vraiment toutes les personnes, qu'elles aient un lien de sang ou un lien émotionnel et tous les types de familles aussi. Les familles recomposées, les familles monoparentales, les familles arc-en-ciel. Et les familles nucléaires aussi, évidemment, ne les oublions pas tout de même. Donc, on parle des lésions cérébrales acquises, mais finalement, quelles sont les conséquences d'une lésion pour le patient? Donc, il peut y avoir des lésions visibles, comme une paralysie ou un hémisyndrome, mais il peut aussi y avoir tout un tas de lésions invisibles, comme des troubles cognitifs et pire encore, j'ai envie de dire, les changements dans la personnalité. En fait, la personne semble être comme elle était auparavant, et puis pour l'extérieur, c'est parfois, pour les personnes extérieures, c'est parfois ce qui est ressenti, mais au final, pour les familles, c'est un changement majeur parce que la personne ne réagit plus de la même manière, n'a plus les mêmes émotions, et puis elle se retrouve face à quelqu'un avec qui elles n'ont pas forcément l'habitude de vivre. Donc, évidemment que ça a un impact sur l'entier de la dynamique familiale qui est perturbée, tant dans les rôles de chacun que dans les responsabilités qui incombent aux différents membres de la famille. Et ça a un impact aussi sur les besoins, sur les besoins que peuvent avoir les familles, donc en termes d'information, de soutien, mais aussi de réorganisation.
Je vous ai mis l'image d'un mobile du sculpteur Alexandre Calder. Et en fait, c'est la métaphore la plus connue de l'approche systémique familiale où on montre ce mobile et puis comment est-ce qu'en fait, un problème de santé ou une expérience de santé peut avoir un impact sur l'entier de la famille, donc sur ce mobile qui va bouger. Puis, la chose la plus importante à retenir du mobile, puis on en reparlera dans cette présentation, c'est qu'en fait, n'importe quelle expérience de santé a un impact sur l'entier de la famille et pas que sur une seule personne. Et on ne peut pas prédire qui va souffrir le plus et comment le mobile va se réorganiser parce que dans la théorie des systèmes, tout système va avoir la capacité de se réorganiser alors d'une manière bénéfique, mais pas forcément. Donc notre rôle en tant qu'infirmière, c'est ça aussi, c'est de soutenir le rétablissement de la dynamique familiale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'infirmière? Eh bien, on peut, si on regarde dans la littérature, on voit qu'il y a déjà des choses qui existent et notamment les interventions familiales ont déjà fait leurs preuves. On sait que pour les familles dont une personne souffre d'une maladie chronique comme le diabète, par exemple, ça permet donc d'agir avec les familles, ça permet de diminuer le taux de réadmission, les visites aux urgences et l'anxiété au sein de la famille, puis ça permet aussi d'augmenter la santé physique et mentale des membres de la famille, les stratégies d'adaptation et le fonctionnement familial. Alors, qu'est-ce qu'on sait pour les familles dont une personne souffre d'une lésion cérébrale acquise? On sait aussi que ça augmente le soutien familial et que ça augmente, ce qui est très important, les résultats de rééducation du patient. Donc, en diminuant le stress des membres de la famille, on permet au patient de se concentrer aussi sur sa rééducation et de pouvoir avoir de meilleurs résultats. Donc, ça a un impact important aussi pour le système de santé. Et ça diminue la dépendance aux services de santé. Mais tout ça, on le sait pour la phase chronique. Ce qu'on ne sait pas, c'est dans la phase aiguë, on n'a pas vraiment de preuves scientifiques d'une intervention plutôt que d'une autre qui aurait été à mettre en place. Donc ça a été vraiment le début de la thèse, de se dire, mais finalement, est-ce qu'on développe une intervention ou est-ce qu'on peut en adapter une? Puis on s'est rendu compte qu'il fallait en développer une parce qu'il n'y avait rien qui existait qui pouvait nous convenir. Donc ça nous a amené à ce que je vous disais, donc de développer et tester cette nouvelle intervention en phase aiguë. Donc, c'est le but de la thèse, enfin, c'était le but de la thèse de doctorat. Il y a évidemment des objectifs spécifiques, hein, ça a été segmenté. Donc, le premier objectif, c'était d'identifier les évidences qui existaient en lien avec ces interventions infirmières familiales, donc quels étaient leurs types, leur nature et l'efficacité de ces interventions, si c'était possible de le savoir. Le deuxième objectif, c'était le développement de cette intervention infirmière de soutien. Et puis, après ça, de tester sa faisabilité et son acceptabilité. Donc, pas l'efficacité de l'intervention, mais vraiment, est-ce que déjà c'est faisable et acceptable en milieu clinique? Par rapport au cadre théorique donc, et méthodologique, je vais commencer par le cadre méthodologique. En fait, on a choisi pour nous guider, parce que c'est un projet quand même qui était quand même assez conséquent, et puis je sais qu'il y a d'autres personnes à Fribourg qui développent aussi des interventions, donc c'est important d'avoir un cadre vraiment solide pour pouvoir s'y référer et puis suivre les étapes rigoureusement. Je m'excuse, je vais juste mettre ma montre pour être sûre que je déborde pas trop. Voilà. Donc, on a décidé de suivre le cadre théorique du Medical Research Council Framework, donc pour le développement et le suivi, l'implémentation et l'évaluation des interventions complexes en santé. Donc, la première phase, c'est le développement en lui-même et ça nous a occupé les 2/3 de la thèse. La première étape, c'était l'identification des preuves et pour ça, on a fait une revue systématique qui portait sur les interventions infirmières pour les personnes souffrant d'une lésion cérébrale acquise. Je vais y revenir, je vais les détailler un petit peu, mais pas trop. La deuxième étape, c'est l'adaptation d'une théorie. Et puis là, j'arrive au cadre théorique. Donc, pour mener à bien cette recherche, on a décidé d'utiliser les modèles de Calgary d'évaluation et d'intervention auprès des familles parce que c'était des modèles qui étaient déjà utilisés dans l'institution où je travaillais, enfin où j'ai fait ma thèse. Donc, il y a 2 étapes dans ces modèles. Il y a la première étape qui est l'évaluation de la famille. Et puis après ça, il y a vraiment l'intervention familiale. Et puis nous, on a dû ajuster un peu le cadre théorique par rapport aux résultats qu'on avait, puis j'y reviendrai. Puis à partir du cadre théorique, on a construit l'intervention, puis je vais vous expliquer comment on a fait.
La troisième étape, c'est la modélisation du processus et des résultats de l'intervention. Puis là, on a fait 2 études différentes. Une pour analyser les facteurs contextuels de l'institut, enfin, du département de soins où on était. Et puis une étude méthodologique dans laquelle, en fait, on a repris tous les ingrédients qu'on avait à disposition, les résultats de recherche, enfin, tout ce qu'on savait. Et puis on les a mis ensemble pour construire l'intervention, puis on a fait une étude participative, on a fait participer les cliniciens et les familles pour voir comment est-ce que ces composantes, elles étaient vraiment acceptées et réalistes et faisables et puis pertinentes pour eux, avant de passer à la deuxième phase qui est donc l'essai pilote, en fait, enfin la faisabilité de l'intervention, dans laquelle on a testé les procédures. Bon, alors on n'a pas déterminé la taille de l'échantillon parce que bon, je vous expliquerai un peu comment ça s'est passé, mais ça fait partie des objectifs. Et puis on a eu des premières estimations de la capacité de recrutement et de rétention des familles. Donc voilà, et ça je vous présenterai ces résultats de faisabilité dans la deuxième partie. Donc la première phase, le développement. Ici je vous présente un tableau qui m'a aidé à mettre en évidence en fait comment est-ce qu'on a finalement développé cette intervention. Donc d'abord, il y a eu la première phase qui nous a permis de définir le focus de l'intervention. Puis après ça, en avançant, en identifiant la théorie, en commençant à modeler moduler le processus et les résultats qu'on cherchait, on a commencé à définir le contenu de l'intervention. Et puis finalement, on est arrivé sur la définition du processus et des résultats qu'on a recherchés. Puis pour faire ça, donc je vais vous présenter suivant les 3 étapes différentes, mais c'est finalement aussi le modèle, enfin le modèle théorique systémique, il a aussi servi à ce moment-là parce qu'en fait, chaque étape a nourri la suivante et ainsi de suite. Et à chaque fois, on a tout révisé à la lumière des nouveaux résultats qu'on avait. Donc, pour la première étape, on a été identifier les besoins des familles et les interventions familiales qui existaient. Pour la deuxième, on est parti de l'approche systémique familiale et on a choisi le cadre théorique un petit peu plus précis. Et puis, dans la troisième étape, on a parlé des facteurs contextuels, des composantes et des processus et des préférences des cliniciens et des familles. Pour rentrer dans le vif du détail, donc la première étape était l'identification des preuves et les besoins des familles. Et pour ça, on a fait une première étude qui s'est intéressée aux besoins des familles dont les patients souffraient d'une lésion cérébrale pendant la phase aiguë et pendant la phase de réhabilitation. On a fait une étude quantitative descriptive exploratoire dans le département des neurosciences cliniques. Il y a eu 54 participants et on a utilisé un questionnaire qui est le Family Need Questionnaire qui a déjà été utilisé à plusieurs reprises. Puis ce qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, les familles, qu'elles soient en phase aiguë ou en réhabilitation, eh ben, elles avaient besoin d'informations et de soutien de la part des professionnels de la santé. Puis on a vu qu'en fait, elles avaient vraiment ces mêmes besoins dans les deux services. Donc, à partir de là, on s'est dit qu'il fallait qu'on améliore la communication et l'accompagnement qu'on leur offrait et que ça concernait à peu près tout le monde. Les deuxièmes preuves dont on avait besoin, c'était justement, est-ce qu'il existe ou pas une intervention infirmière familiale qu'on pourrait utiliser. Je m'excuse, il y a une petite cérébrolésée, non cérébrolésée. Voilà. Donc, on a fait une revue systématique, donc une scoping review dans le GBI, selon la méthode du GBI, qui portait donc sur les interventions infirmières, pas les interventions infirmières, les interventions familiales existantes. Et l'idée, c'était d'aller voir qu'est-ce qui existait pour toute la population de patients cérébrolésés, donc que ce soit uniquement les AVC, uniquement les TCC ou autres. Donc, on est vraiment allé voir tout ce qui existait dans tous les contextes, mais il fallait que l'intervention, elle vise les membres de la famille directement et les patients ou les proches aidants. On a fait le tour des bases de données avec les filtres habituels et du coup la littérature en anglais et en français. Donc, au final, de 5000 références, après duplication et puis exclusion des articles qui n'étaient pas pertinents, on a quand même inclus 89 études, dont 19 études secondaires et puis 70 études primaires. De tout ça,
on a fait un mapping en fait de tout ce qui existait, qui est long à lire dans sa publication, mais qui pour moi était vraiment extrêmement important parce qu'en fait, il m'a donné des clés de compréhension et de réflexion par rapport aux caractéristiques des interventions infirmières, des interventions familiales qui existaient pour ces patients. Dans les résultats principaux que je vais vous présenter, on a ressorti le type de composantes principales qui ressortaient le plus souvent. Et là, en fait, on retombe sur nos pieds par rapport aux besoins des familles, c'est-à-dire que les composantes les plus fréquemment retrouvées sont le soutien émotionnel et l'éducation pour les patients et les familles. Et puis, dans les résultats mesurés le plus souvent, on retrouve pour les patients et les familles la santé mentale et pour les familles le fardeau. Et donc, nous, on s'est dit aussi que le fonctionnement familial et les stratégies de coping avaient été assez peu investiguées et ça nous intéressait beaucoup, ça nous a aussi pas mal interpellés. De se dire, en fait, voilà, ça, c'est peut-être une zone qu'il faut qu'on aille chercher. Donc, autant ça nous a renseigné sur qu'est-ce qui pouvait être fait et qu'est-ce qui était pertinent, autant ça nous a aussi montré quelles étaient les zones qui devaient être explorées. Par rapport à la fréquence et à la durée, au mode d'intervention aussi, au moment, ce qu'on a vu, c'est que c'était souvent le plus souvent, c'était des sessions qui étaient irrégulières, de moins de 3 mois, que c'était principalement fait sous la forme d'entretien. Mais on a vu aussi quand même que quelques études relataient des interventions combiné, c'est-à-dire où il y avait des meetings, mais il y avait aussi un soutien soit téléphonique, soit via une application ou autre. Et ça nous a pas mal parlé. C'était bien avant la pandémie, puis j'y reviendrai. Mais déjà, on s'est dit que ça, c'était quelque chose qui était important, de pouvoir combiner les deux. Et puis, alors, ça, c'est le gros gap qui a été identifié, c'est qu'en fait, il y avait la plupart des études qui avaient lieu en phase aiguë et uniquement 5 en phase chronique et uniquement 5 en phase aiguë. Donc là, il y avait un immense gap qu'il fallait vraiment combler. Voilà, donc après, pour la deuxième étape, on arrive sur l'identification et l'adaptation du cadre théorique, puis je fais le lien avec la scoping review. En fait, en travaillant sur les résultats de la scoping review, j'ai classé les interventions familiales que j'avais, les 64 interventions familiales que j'avais répertoriées selon les domaines du modèle de Calgary. Et donc, dans le modèle d'intervention de Calgary, il y a le domaine cognitif, le domaine affectif et le domaine comportemental. Et puis, on voit que la plupart des interventions, en fait, elles se situent sur le domaine cognitif, donc beaucoup d'éducation et d'information. Par contre, nous, on avait identifié quand même qu'il y avait beaucoup d'interventions qui faisaient plutôt référence aussi au domaine interprofessionnel, coordination des soins, etc. Et du coup, on l'a mis en évidence et on a ajouté cette dimension-là dans le modèle de Calgary parce que dans notre département, en tout cas, un infirmier et une infirmière, enfin chaque membre de l'équipe interpro collabore avec les autres. Pardon. Donc, c'était vraiment quelque chose de fondamental pour nous. Donc voilà, donc du coup, le modèle de Calgary a eu une dimension en plus chez nous. Excusez-moi. Pour l'étape 3, donc l'analyse du contexte. Donc là, on a fait une étude qualitative exploratoire où on est allé interroger des membres de l'équipe d'encadrement. On a fait des entretiens semi-dirigés avec eux sur la base de l'approche systémique familiale pour voir comment est-ce qu'ils envisageaient l'accompagnement familial dans leur service. Et puis, sans entrer dans trop de détails, si jamais cet article-là est en français, et c'était vraiment important pour nous qu'il soit en français parce que c'est un travail aussi qui se fait avec les cadres de proximité qui ne lisent pas forcément l'anglais. Donc, cet article-là est en français. Et ce qu'il a mis en évidence, c'est de nouveau ces aspects de collaboration qui étaient centrales. Alors, soit c'était vraiment un frein, soit c'était des éléments facilitateurs. Pardon. Ce qu'on a pu mettre en évidence aussi en faisant cette étude, c'est qu'il y avait vraiment le système de soins d'un côté, le système familial et puis cette rencontre qui se passait au moment de l'hospitalisation. Puis on voyait que des deux côtés, il pouvait y avoir des
des besoins qui étaient différents. Donc, c'était vraiment important pour nous d'avoir les besoins des familles de ces patients, évidemment, mais en faisant cette étude aussi, on s'est rendu compte, bon, on le savait, mais voilà, ça a mis en évidence qu'il fallait aussi tenir compte des besoins non seulement du service, mais aussi des cliniciens. Et puis, l'autre élément important, c'était l'environnement de soins. On peut avoir une super intervention, mais si l'environnement n'est pas prêt, s'il n'est pas propice, ça va être difficile de la mettre en œuvre. Donc, ça nous a donné matière à réflexion pour moduler le processus et la structure de notre intervention. Et là, on arrive à l'intégration justement des préférences des familles et des cliniciens. Donc là, je suis très contente de vous dire que cet article a été publié en avance. Enfin, c'est une publication qui est dans les Advanced Online Publications seulement pour le moment. Mais c'était vendredi dernier, donc je suis ravie de pouvoir vous la présenter ici dans le Journal of Family Nursing. Donc, ça, c'était une étude méthodologique. On a vraiment décrit l'entier du processus de développement de cette nouvelle intervention. C'était important pour moi de faire ce travail parce que quand j'ai décidé de développer une nouvelle intervention, en fait, j'ai trouvé que c'était difficile d'avoir de pouvoir s'inspirer de modèles, d'avoir vraiment quelque chose qui décrivait toutes les étapes, puis finalement comment on mettait les composantes ensemble et puis comment elles s'activaient. Donc, j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu pour rendre compte de ce qu'on avait fait pour que cette intervention, potentiellement, elle puisse être aussi répliquée ailleurs. Donc, on a suivi la première phase du Medical Research Framework et puis la première partie donc, qui concerne l'identification du problème. Donc, celle-ci, je vous en ai déjà parlé. Elle nous a permis d'avoir un premier draft d'intervention par rapport à la population concernée, aux composants de l'intervention, à la durée, fréquence, le moment d'intervention, le mode opératoire, les intervenants et les résultats attendus. Et puis là, en fait, cet article, il traite de ça aussi, sur comment est-ce qu'on a intégré en fait les familles là-dedans et les cliniciens, quels ajustements on a fait et puis finalement à quoi ressemble Saphir. Donc, je vous présente Saphir pour soins aux familles et intervention précoce. C'est une intervention infirmière axée sur la relation entre les professionnels de la santé et les familles qui souffrent d'une lésion cérébrale acquise durant la phase initiale de l'hospitalisation. Pour bien décrire l'intervention, on a fait un modèle logique qui nous permettait d'avoir une vue d'ensemble de celle-ci. Donc, dans la première case, vous voyez le what, c'est les composantes, et je vais vous les présenter après. Le why, c'est la justification de tout ça. Et puis, je vous en ai déjà un peu parlé, mais je vais revenir dessus. Le how, c'est la structure de l'intervention, et je vais vous la présenter. Ça, on a les mécanismes d'impact, donc quels étaient les éléments, les ingrédients en fait les plus importants pour pouvoir faire en sorte que notre intervention elle fonctionne. Et puis là, dans les éléments clés, il y avait les compétences professionnelles et l'expertise de l'intervenant, il y avait l'implication des différents parties prenantes de l'intervention, donc les cliniciens mais aussi les familles. Il y avait la phase de formation des personnes qui allaient faire l'intervention et puis cette capacité à créer cette relation thérapeutique avec les familles et puis évidemment aussi le sens qu'on pouvait y donner. Et ça a justifié le fait qu'on choisisse un infirmier de pratique avancée pour mener à bien cette intervention. Parce qu'on avait besoin que la personne soit qualifiée dans son expertise clinique, mais aussi qu'elle ait eu déjà une formation en approche systémique familiale et qu'elle ait la capacité, en fait, à absorber les émotions qui pouvaient arriver pendant l'intervention, puis à rebondir là-dessus, et puis à utiliser, à mobiliser les outils de systémique familiale. Après, il y avait des facteurs de processus qui pouvaient l'influencer, alors positivement ou négativement. Donc là, on voit que c'est plutôt des éléments de hiérarchie, de soutien, de ressources humaines et aussi le Covid qui est arrivé. Ça, c'est plus des facteurs de pérennisation. Puis après, on a les outcomes. Et puis, d'un côté, il y a les résultats vraiment de faisabilité. Puis, d'un autre côté, on avait les résultats pour les patients et les familles. Donc, les composantes de Saphir, il y en a 5 qu'on a déterminées finalement sur la base du modèle théorique, mais en accord avec les cliniciens et les familles. Donc, parce qu'il y avait besoin d'avoir cette réciprocité, la connaissance de la famille, donc d'avoir des meilleures connaissances de la famille. Donc, la famille demande d'avoir plus de soutien, mais en fait, les cliniciens disent, OK, mais il faut qu'on les connaisse mieux. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour rejoindre ces deux besoins? Eh bien, en faisant un génogramme, une écocarte, et puis en voyant en fait comment est-ce que les familles s'organisaient et puis comment est-ce qu'elles communiquaient entre elles.
Après ça, il y a tout ce qui est au niveau du soutien émotionnel, donc accueillir les émotions que peuvent vivre ces familles, mais aussi explorer et puis être proactif là-dedans, à essayer de comprendre ce qu'elles vivent, quels sont les changements qu'elles vivent, les défis ou les deuils ou les peurs qu'elles peuvent avoir en lien avec l'hospitalisation et la suite. Et on sait qu'avec une lésion cérébrale, eh ben, malheureusement, parfois c'est difficile, évidemment, de prédire ce qui peut se passer, mais voilà, d'aller explorer, ça permet aussi de reconnaître en fait ce que la famille est en train de vivre et puis que peut-être on n'a pas de réponse à apporter, mais qu'on le considère et qu'on fait de notre mieux pour pouvoir les soutenir et répondre à leurs besoins. Par rapport à l'information aux familles, donc là, il y a un devoir professionnel de donner de l'information à la famille, mais aussi de vérifier en fait que ce qu'on dit, c'est compris et que c'est enregistré. Donc, de retourner auprès de ces familles pendant ces entretiens de famille pour voir avec elles comment est-ce qu'elles ont compris et puis d'explorer de quoi est-ce qu'elles auraient besoin, de leur donner les informations aussi sur les réseaux qui existent, sur Fragile, cette association qui prend soin aussi des personnes et de leurs familles suite à une lésion cérébrale après. Donc voilà, de mettre ces gens en réseau pour pouvoir avoir le meilleur soutien possible. De permettre aussi à la famille de s'engager dans les soins, donc soit avec le fait d'amener un peu d'éléments familiaux dans l'hôpital, donc des photos, des objets, ou de pouvoir avoir des activités avec leurs proches, de leur permettre aussi ça. Et puis de reconnaître évidemment leur expertise en tant que membre de la famille et en tant qu'expert de la personne, et puis de leur propre routine familiale. Puis par rapport à la coordination des soins, donc là c'était aussi très important dans les aspects interpro, d'être capable d'orienter les familles à travers l'équipe interprofessionnelle et de leur dire que s'il y avait besoin d'organiser des choses, Saphir permettait aussi d'organiser ces éléments-là et de garantir la continuité des informations, notamment aussi en lien avec les différents changements qu'il peut y avoir dans la trajectoire d'hospitalisation. Et donc j'en arrive à la structure. Pour faire tout ça, on a formé l'équipe avec des jeux de rôle et un manuel d'intervention. Et puis, on a réfléchi à l'intervention d'une manière à ce qu'elle réponde à la structure existante dans les soins. Donc, il y a 4 phases. La première phase qui se fait au 2e jour de l'hospitalisation qui permet de créer cette relation de confiance. La phase 2 au jour 5 qui permet de renforcer le lien. Et puis, la phase 3 qui prépare la transition. Parce qu'en fait, il peut y avoir des patients qui souffrent d'un AVC, qui restent finalement qu'une dizaine de jours et qui partent après ça en CTR, donc dans un centre de réhabilitation, ou alors des patients qui ont un TCC et qui probablement resteront plus que 10 jours. Et donc, on a construit cette intervention comme ça pour pouvoir avoir tant la transition, mais aussi le suivi à distance si nécessaire, et puis pas perdre les familles ou qu'elles se sentent un peu abandonnées si elles devaient rester plus longtemps. La structure à travers chacune des phases, elle a été la même. Donc, il y a un moment de briefing, un moment de meeting avec la famille, puis un moment de débriefing en interpro qui permet à chaque fois de préparer le meeting familial suivant. Et donc, les briefings et les débriefings se font en équipe. Par contre, l'entretien familial, c'est l'infirmier clinicien spécialisé qui l'a fait avec une boîte à outils. Et puis, dans le manuel d'intervention, tout était expliqué de comment faire. Et puis, voilà, on s'est entraîné quelques fois. Et puis, il a aussi mis les choses à sa sauce pour que l'intervention ait du sens pour lui, mais en gardant les principes de systémique familial. Alors, comment est-ce qu'on a justifié les choix de tout ça? Donc, le soutien et l'information des professionnels de la santé, donc c'est venu des études qu'on a fait avant. On a vu que les besoins des familles, c'était ça. On a vu que dans les interventions familiales, c'était ce qu'on retrouvait le plus souvent. Et puis, qu'il fallait aussi le proposer en phase aiguë. Puis ça, c'était vraiment le gap majeur. Par rapport à la connaissance de la famille, je vous ai dit, en fait, ce qui était vraiment important, c'est d'avoir de matcher les besoins des cliniciens et les besoins des familles, et puis de renforcer la collaboration interprofessionnelle telle qu'on l'entend, c'est-à-dire en incluant les familles dès le début dans la prise de décision. On voit on n'y est pas forcément encore, mais l'intention, elle est là, en tout cas. Et puis ça vient aussi évidemment du Family System Nursing et donc des modèles de Calgary.
Puis le fait que cette intervention, ben oui, elle est assez structurée, puis elle est assez cadrante, mais en fait, c'est un besoin de la part des cliniciens, c'est aussi un besoin des familles, et puis c'était un besoin pour la recherche de se dire il nous faut des soins infirmiers familiaux qui soient structurés et systématiques, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais ça se fait pas forcément toujours la même chose, et puis ça se fait pas de manière continue ou de manière systématique. Donc voilà, ça a permis de justifier en fait ce qu'on faisait auprès du département et puis de mettre en place cette intervention et puis de pouvoir la tester. Par rapport au mécanisme d'activation, donc je vous l'ai dit, les facteurs vraiment clés, c'était l'attitude et les compétences professionnelles de l'intervenant, puis ça c'est vraiment sorti des différentes études, puis aussi des séances qu'on a eues de participatives, l'engagement interprofessionnel, la formation, les entraînements et puis l'empowerment de la personne qui faisait l'intervention. Puis en fait pour la formation, on a vraiment formé l'équipe d'encadrement au complet. Et puis, un facteur qui était aussi vraiment déterminant, c'était cette capacité à créer un contexte qui était propice au changement tant à l'intérieur de l'équipe, donc de se dire, OK, on va changer quelque chose en termes de soins, vraiment du soin à la famille, mais aussi entre l'infirmier clinicien spécialisé et la famille pour qu'elle ait un espace d'ouverture et de réflexion sur la situation qui soit un peu différent de ce qu'on fait d'habitude où on injecte de l'information comme ça sans forcément savoir ce que vivent vraiment les familles. Par rapport aux facteurs qui influencent qui ont influencé le processus et qui l'ont influencé en amont et pendant aussi, et maintenant évidemment aussi après, donc c'est le soutien de la part de la hiérarchie, les ressources humaines mises à disposition pour mener à bien l'intervention, la collaboration interpro qui existait déjà et la gestion du changement et de la culture de recherche infirmière au sein du département. C'était tout ça sans compter sur la pandémie qui a débuté en mars de l'année dernière, alors que Saphir venait de débuter le recrutement. Donc, je vais revenir là-dessus, mais ça a été un facteur d'influence assez important. Donc, à la fin de la phase 1, on avait déterminé ce qu'on allait faire. On avait l'intervention et puis on avait déterminé ce qu'on allait faire. Donc, on avait les données générales et les caractéristiques des participants, les résultats de faisabilité qu'on allait explorer et puis les résultats pour les familles. Donc, on voulait aller explorer évidemment quelles étaient les données sociodémographiques et puis les caractéristiques médicales des patients et des familles. Pour la faisabilité, on allait explorer la faisabilité selon Bowen, donc par l'acceptabilité, l'implémentation, la practicability et l'intégration. Je suis désolée, des fois les termes sont à moitié en français et en anglais, il y a des choses qui sont difficiles à traduire. Donc, dans l'acceptabilité, on est allé voir le taux de recrutement et de rétention, la satisfaction avec l'intervention et la perception d'être approprié pour le service. Et puis, par rapport à l'implémentation, donc la fidélité au protocole, la practicability, donc comment est-ce que l'intervenant pouvait accomplir cette intervention. Et puis, en termes d'intégration, donc on est quand même allé voir combien de temps duraient ces entretiens pour voir qu'est-ce que ça pourrait coûter. Puis par rapport aux familles, on est allé voir, on avait envie d'aller voir le fonctionnement familial, le soutien perçu par les familles de la part de l'équipe, les stratégies d'adaptation, la durée de séjour du patient et le statut fonctionnel. Donc voilà, pour la phase 1, vous avez vu tout ça. Et maintenant, on peut aller jusqu'à la phase 2. Donc la phase 2, c'est l'étude de faisabilité. Alors, comme je vous ai dit, malheureusement, la pandémie de Covid a eu un impact majeur sur notre étude. On a un échantillon qui a subi la restriction des visites. Donc, toutes les études ont été suspendues au CHUV, sauf les études Covid. Et les visites ont été interdites, ce qui était un peu absurde quand on veut faire du soutien aux familles. Mais voilà. Donc, je n'ai malheureusement pas la possibilité de vous présenter des résultats plus concrètement parce qu'aussi, ils ne sont pas encore publiés, donc on est en train de les retravailler. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a recruté 6 familles avec 7 membres de la famille et puis que par rapport au recrutement, le recrutement a été un challenge. On a eu un taux de recrutement de 15%. Par contre, on a eu un taux de rétention de 100%. Quand les gens sont rentrés dans l'étude, ils sont tous restés jusqu'au bout pendant les 4 phases.
Ce que je peux vous dire, c'est que pour les familles, en tout cas, elles semblaient satisfaites. Pour elles, c'était un moment certaines ont dit que c'était un moment de pause qui était bienvenu dans le stress de la situation. Par contre, c'était un défi pour elles de trouver le temps d'y participer. Puis la personne qui faisait les entretiens a dit qu'elle avait eu le sentiment de pouvoir donner des clés pour aller au-delà de la culpabilité que pouvaient vivre les proches. Et puis, par contre, que c'était difficile parce qu'à plusieurs reprises, elle a dû revenir sur ses jours de congé. Donc voilà, on voit quand même qu'il y a certains challenges. L'intervention a été perçue comme appropriée par rapport aux valeurs, en tout cas, du département aussi. Par rapport à la fidélité au protocole, donc pour suivre le protocole à la première phase, on a une fidélité qui est très haute, qui approche des 100%. À la phase 2, on retombe un tout petit peu autour des 85%. À la phase 3, on est autour de 90% de fidélité. Et puis alors, on a une petite chute sur le follow-up avec un 50% de fidélité. Donc là, il y a des choses à revoir. Ça a déjà été un petit peu dit, mais l'ICLS a dit que c'était difficile de respecter la structure temporelle, notamment parce qu'on avait mis des jours, puis du coup, il a dû revenir sur des moments moins agréables. Par contre, c'était très bien d'avoir un local. En fait, du coup, il y a eu un local qui était dédié pour ces entretiens de famille et il y avait un vrai espace de discussion, ce qui n'était pas forcément le cas tout le temps dans le service avant. Et puis, il y avait des contraintes, évidemment, de recherche. Hein. Il y avait des questionnaires à faire passer avant, en fait, de rencontrer les familles. Et puis, en fait, les familles ont envie de parler. Donc, c'est pas forcément évident de gérer la recherche, mais aussi l'intervention. Et puis, voilà, c'est ça que j'avais à vous dire par rapport à ça. Et puis, par rapport au coût, on a vu qu'en moyenne, ces entretiens de famille, ils duraient en moyenne 35 minutes. Donc, à partir de là, on peut estimer les coûts si c'est un ICLS qui le fait. On a aussi, et on aimerait avoir des résultats évidemment avant, après, des tendances d'efficacité, en tout cas par rapport à ces trois outcomes, donc les stratégies de coping, le fonctionnement familial et le soutien perçu. Puis là, je les ai pas mis parce qu'ils sont de toute façon encore en phase d'analyse. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des scores qui sont plus élevés entre la phase 1 et le follow-up, mais évidemment que c'est voilà, sur un échantillon aussi petit, c'est vraiment très difficile de tirer des conclusions. Donc, ce sera à redéfinir dans une étude ultérieure. Voilà, donc j'en arrive à la discussion. Donc, par rapport aux caractéristiques de l'intervention, ce que nous, on a décidé de faire, c'est en fait, je m'excuse, l'animation, je vais juste l'accélérer parce que vous n'avez pas les références sinon. Donc, par rapport à la population, nous, on a décidé de se focaliser vraiment sur les familles de patients qui avaient une lésion cérébrale acquise dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'on n'avait pas envie, comme on le voit beaucoup dans la littérature, de focaliser uniquement sur les proches aidants. Parce que, comme je vous l'ai dit, la métaphore du mobile, avec la métaphore du mobile, on sait qu'on ne sait pas qui va souffrir le plus et qui a besoin de soutien. Dans un premier temps, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi que, personnellement, et je crois que c'est le cas des personnes du département et aussi des infirmiers et des infirmières du département, on sait qu'une lésion cérébrale, ça touche l'entier de la famille. Et, on est persuadé qu'il y a vraiment quelque chose à faire ici. Et par rapport au fait d'avoir cette population qui peut sembler très hétérogène, donc les patients avec un AVC et les patients avec un TCC, oui, c'est vrai, mais finalement, chaque famille est unique. Et ce qu'on voit dans la littérature, c'est qu'en fait, elles ont les mêmes besoins et les cliniciens ont les mêmes envies et les mêmes besoins pour les accompagner. Et finalement, ils travaillent avec ces deux populations de manière quotidienne. Donc, il faut trouver quelque chose qui réponde à ces besoins. Par rapport aux composantes, donc on est vraiment allé sur les besoins des familles et les besoins des cliniciens et pas seulement sur de l'éducation ou du soutien. Vraiment essayer d'avoir cet aspect systémique tout au long de l'intervention. Sur la durée, on a choisi de garder ces 30 jours. Ça aurait pu être plus long ou plus court. Ça nous semblait être un bon début pour pouvoir tester et puis voir ce qu'il en était. Les recommandations, ce serait de suivre en fait le rythme de la famille. Mais il y a aussi une part qui nous appartient d'être un peu plus proactif et puis de leur proposer des choses et puis pas juste attendre aussi qu'on ait dépassé le temps où ils avaient besoin. Sur la fréquence, on a décidé d'avoir 4 rencontres de manière irrégulière. On aurait pu le faire de manière régulière, mais ça ne collait pas avec la structure du service. Par rapport au moment d'intervention, donc en aigu, et puis là, je vous ai dit, on couvrait un gap qui est énorme dans la littérature.
Par rapport au mode d'intervention, donc on a privilégié les meetings et puis malheureusement, c'était peut-être pas le meilleur choix au vu du Covid. Donc aujourd'hui, on doit réfléchir à d'autres modalités et puis peut-être qu'on aurait pu continuer notre étude si on avait mis d'autres choses en place. Par rapport à l'intervenant, donc on avait choisi un infirmier clinicien spécialisé. On aurait pu prendre un infirmier de chevet ou quelqu'un de l'équipe interpro. Ça nous semblait vraiment important d'avoir des soins infirmiers familiaux, pardon, des soins familiaux infirmiers dans un premier temps et puis d'inclure le reste de l'équipe à discuter pour la suite. Par contre, dans notre contexte, dans notre département, on avait vraiment besoin que ce soit un infirmier de pratique avancée. Et puis au niveau des outcomes mesurés, je vous ai montré qu'il y avait beaucoup, c'était souvent exploré, mesuré, le fardeau était souvent mesuré. C'est vrai que l'approche systémique familiale a quand même une approche qui est plutôt orientée solution. Donc on avait envie d'être sur des outcomes plus positifs, de fonctionnement, de coping, de soutien. Et puis pas mesurer le fardeau de la famille parce qu'on sait qu'il est lourd. Et que pour les patients atteints les familles de patients atteints de lésions cérébrales, il est dans les plus lourds. En fait. Par rapport à la phase 2, par rapport à la phase 2, donc par rapport aux résultats de faisabilité, donc l'acceptabilité, on a vu que pour la rétention, donc ça s'est très bien passé, donc on a eu un taux de 100%. Par contre, le taux de recrutement était vraiment pas très élevé. Apparemment, on n'est pas les seuls à avoir ce type de soucis dans la phase aiguë. Le recrutement des familles est un challenge, tant pour les cliniciens qui font le recrutement que pour les familles elles-mêmes qui vivent un choc tellement profond que c'est pas forcément une priorité à ce moment-là. La satisfaction était bonne. Par contre, en termes de ressources, pour l'instant, l'intervention prend énormément de ressources et de temps. En termes de practicability, donc on a vu que l'environnement était favorable, qu'il arrivait à se calquer sur des structures et des moments existants. Par contre, la culture de recherche reste encore un challenge pour le moment. Par rapport à l'implémentation, donc il y a une haute fidélité quand même dans le suivi du protocole, mais on voit qu'il y a vraiment cette difficulté à être en relation avec la famille et à faire la recherche en même temps. Donc là, l'ICLS nous a quand même dit qu'au bout de la troisième famille, ils se sentaient quand même beaucoup plus, enfin de la deuxième famille déjà, ils se sentaient beaucoup plus à l'aise. Mais c'est vrai qu'au début de gérer les émotions, la recherche, le suivi du protocole, c'était quand même pas évident. Et puis, par rapport à l'intégration, donc là, on est dans le timing de ce qu'on avait prévu, notamment en termes de coûts, donc en moyenne 30 minutes d'entretien familial. Il y a plein de limites à ce projet de thèse et puis il y a ce petit échantillon dont je vous ai parlé pour la faisabilité de l'intervention, mais la principale limite qu'on a vue, c'est quand même que s'il y a une pandémie, on n'a plus du tout accès aux soins à la famille, on n'a plus du tout accès à la famille. Et ça a été quand même assez frustrant de se dire qu'on essaye de mettre tout ça en place, on essaye de le développer et puis en fait, du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Et ça doit nous rendre conscients du fait qu'il faut qu'on mette en place des modalités d'intervention différentes et alternatives. C'est une bonne opportunité aussi, on l'a vu dans les HES aussi par rapport au passage à l'enseignement à distance. Il y a des choses à garder de cette pandémie et je pense que les modalités hybrides d'intervention avec les familles en font partie. La recommandation principale, c'est des soins familiaux interprofessionnels, donc où vraiment on arriverait à travailler en équipe dès le début, où on pourrait soutenir les familles dès la phase aiguë en équipe, grâce à l'expertise clinique, à une éducation commune et puis à de la simulation et des jeux de rôle. On a vu que ça avait vraiment un impact important. Et il a été démontré dans un article de Raël Neff qui travaille à Zurich, à l'Implementation Science Institute, qui est à l'hôpital de Zurich, et elle a démontré que l'intégration des soins infirmiers, des soins familiaux interprofessionnels augmentait le sentiment de compétence et la créativité des soignants. Et donc, c'est une voie certainement à suivre. Perspectives, donc on essaye toujours de réunir la recherche, la pratique et l'éducation. Donc évidemment que la suite, et c'est ce qui nous anime maintenant, c'est de continuer dans les différentes phases du MRC Framework et puis d'aller à la phase d'évaluation.
Par rapport à la recherche et à l'éducation, donc là, l'idée, ce serait de pouvoir pas éduquer, de pouvoir former autant les étudiants bachelor, master que doctorants à l'approche systémique familiale. Et puis, ben, c'est ce qu'on a fait notamment à la source. On les a fait participer à un bout de Saphir. Ils sont allés explorer l'acceptabilité de Saphir du point de vue des cadres. Donc voilà, c'était un travail intéressant. Et puis par rapport à l'éducation et à la pratique, donc d'avoir de la simulation et des jeux de rôle en interprofessionnalité, ce serait à travers Saphir, ce serait vraiment intéressant. Pardon. Et puis d'avoir peut-être une politique familiale un petit peu plus importante et que les infirmières aient plus leur mot à dire par rapport aux soins à la famille. Voilà. Donc, en termes de conclusion, je crois que je suis pas trop mal dans le temps. En fait, les forces, la méthodologie qu'on a suivie et puis le Family System Nursing nous ont vraiment aidé à développer cette intervention. Et puis l'ajout, la plus-value vraiment de la pratique infirmière avancée nous a été très utile pour concrétiser et tester Saphir. Et puis aujourd'hui, on voit que les perspectives, ce serait plutôt de former plus de gens, mais d'avoir toujours des champions qui vont pouvoir nous permettre de mener cette intervention à bien et de l'implémenter complètement dans le service. Donc, avant de terminer, je voudrais juste remercier évidemment mon jury de thèse, professeur Ramler, Rivlin, professeur Janice Bell, professeur Neff, Jean-Blaise Wasserfallen et docteur Mabir aussi. Et puis, évidemment, un grand merci à tous mes partenaires qui sont présents apparemment ce soir aussi. Donc, Monsieur Daniel Joie, Madame Poget, Madame Parizeau et Monsieur Ayeg. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'arrête le partage. Donc, merci beaucoup pour cette présentation menée tambour battant. Effectivement, on est bien dans le temps. Merci beaucoup. J'aurais des questions, mais je vais quand même donner la priorité à Jenny Gentison. Peut-être vous voulez parler vous-même pour préciser exactement. Avec plaisir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, voilà. Bravo Véronique, je voulais aussi te féliciter. C'est un plaisir d'avoir la présentation en live. On était impatients de finalement avoir cette présentation. Ma question pour toi, c'était de savoir s'il y avait des perspectives pour adapter et tester l'intervention auprès d'autres populations. Alors, merci beaucoup pour cette question. Oui, c'est dans les projets futurs, notamment d'essayer de voir ce qu'on peut faire, vu que maintenant, j'ai intégré ce laboratoire de recherche aussi en santé de l'enfant. Donc, d'aller voir s'il y a peut-être des adaptations qu'on peut faire conjointement avec des choses déjà existantes. Et puis, d'aller voir un peu plus loin, pas si loin en fait, dans le département des neurosciences cliniques, il est conjoint avec le département de l'appareil locomoteur. Et là, il y a aussi des demandes parce que les familles sont aussi souvent, auraient besoin d'être considérées dans le projet de vie. Donc, il y a des perspectives. Après, ma priorité, ça reste quand même de redéfinir Saphir pour qu'elle soit vraiment faisable et praticable dans les soins. Voilà. Merci pour ta réponse, Véronique. Bonne chance pour la suite. Merci, Jenny. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être je vais juste poser une question parce que vous avez dit quelque chose à un moment donné, je ne sais pas si j'ai vraiment bien compris. Vous aviez dit qu'il y avait des défis au niveau de la culture de la recherche, mais je n'ai pas compris chez qui, à quel sujet. En fait, on a vu, alors à plusieurs moments, on a vu ça, mais c'est assez, c'est un challenge pour les infirmiers et les infirmières, pour les départements de faire de la recherche infirmière. Ça fait pas forcément partie de nos perspectives, des perspectives quotidiennes. Et puis même de dire, voilà, il y a un projet en sciences infirmières qui va avoir lieu dans le service, ça peut faire grincer des dents aussi au niveau de l'interpro. C'est pas forcément toujours vu du bon œil. Et puis on n'a pas forcément des ressources qui nous permettent d'avoir un volet vraiment recherche puis l'autre uniquement clinique. Donc en fait, l'intervenant a dû faire les deux. Parce qu'on est aux prémices de tout ça, en tout cas dans le département dans lequel je travaille. Donc là, il y a des challenges en termes de culture de recherche et de changement de pratique. Si je peux juste rebondir là-dessus, dans ce cadre-là, interpro, ça veut dire quoi exactement?
Vous voulez vraiment des questions faciles, mais oui. Voilà, jusque-là, il y a beaucoup de recherche médicale, hein, sans se voiler la face, où les infirmières participent alors. Hein. Souvent, il n'y a pas vraiment le choix, il y a des recherches en cours, il y a des recrutements à faire, il y a des consentements à faire signer, mais quand c'est l'inverse, c'est plus difficile à faire accepter parfois. Donc, on parle de recherche menée par des infirmières ou des infirmiers. Voilà, ce qui était le cas en fait. Dans ce sens-là, d'accord. Voilà, et du coup, ça n'a pas été tout facile. Finalement, ça s'est fait, hein, et puis ça s'est fait sans embûche, mais il n'y avait pas forcément, voilà, il n'y avait pas forcément la possibilité de faire les choses différemment pour pouvoir différencier la partie recherche et la partie intervention. Puis ça, je pense que ça nous a servi de leçon, mais il fallait aussi passer par là pour pouvoir le conscientiser, puis pouvoir le démontrer, pour pouvoir dire au service, en fait, on a vraiment besoin d'une ressource, de quelqu'un qui fait la recherche, qui passe les questionnaires, et puis de quelqu'un d'autre qui fait les entretiens de famille. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Sandrine. On n'entend pas? Je mets mon micro, ça y est. Bonjour, merci beaucoup, c'est passionnant et j'ai beaucoup apprécié aussi l'enthousiasme que vous avez mis là-dedans. Et je me demandais, si j'ai bien compris, c'est une personne qui a été formée puis qui a fait l'ensemble des interventions et plein d'autres choses aussi. Enfin, et je me demandais, qu'est-ce que vous pensez à ce stade de la transférabilité à d'autres personnes en fait? Ouais, alors en fait, ça c'était un défi de se dire est-ce qu'on prend plusieurs personnes ou une seule, et puis en fait au début on en avait deux, puis finalement les choses ont fait, voilà, l'autre a changé de rôle. Donc du coup on n'avait plus qu'une seule personne qui a accepté de tout faire parce qu'elle y croyait vraiment. À ce jour, elle ne travaille plus dans le service pour d'autres raisons que Saphir, j'espère bien. Et en fait la question s'est posée c'était vraiment trop pour une seule personne. Donc maintenant, on est en train de réfléchir aux perspectives et de se dire, mais en fait, non, il faudra qu'il y ait vraiment que tout le service soit formé et puis qu'il y ait des champions. Et à ce stade-là, il faut intégrer aussi les autres membres de l'équipe Interpro. Et en fait, merci pour la réponse, mais ma question c'était plutôt, est-ce que vous pensez que vous trouvez facilement d'autres champions aussi champions que celui qui a fait ça? Non, alors ça je peux pas vous répondre encore. En tout cas, j'ai trouvé d'autres champions dans d'autres professions qui m'ont approché en fait à la fin en disant mais maintenant nous aussi on veut participer, et voilà. Donc je sens qu'il y a encore il y a encore de la volonté et de l'envie en tout cas. Mais après ce sera la suite au prochain épisode, parce que entre ce qu'on espère et puis ce qui se fait, il y a la réalité. Mais oui. Et justement, ma question, c'était un peu juste, quels sont la part dans votre perception de vous qui avez suivi tout ça, des caractéristiques personnelles de celui qui a eu tant d'enthousiasme aussi pour l'appliquer, etc. Et puis la part qui est plus indépendante de ça et qui est plus réplicable, justement, peut-être. Je pense qu'effectivement, vous avez raison. Il y a de toute façon une part humaniste qui est nécessaire. Mais il y a aussi il y a vraiment l'expertise clinique qui fait qu'en fait, on arrive facilement à donner du sens à cette intervention quand on travaille depuis quelques années en neuro, parce qu'on se rend compte qu'on est peu outillé et qu'on a besoin de ça. Et puis, on avait choisi un infirmier de pratique avancée parce qu'il avait eu la formation. Puis en fait, la formation, les jeux de rôle, le fait de s'approprier l'intervention, ça permet aussi de donner du sens et puis d'être partie prenante. Ou pas. Et puis à ce moment-là, effectivement, de ne pas faire partie des gens qui font des entretiens de famille, parce que ça peut aussi être catastrophique. Vous avez tout à fait raison. Merci. Merci. Je vois qu'il y a une question d'Eliane Chenevet-Peroula. Je crois que la question allait un peu dans le même sens. Hein. Bonjour Véronique. C'était les retombées sur l'équipe. Est-ce que voilà, c'est les retombées secondaires? Est-ce qu'il y a plus d'intérêt pour les soins à la famille? Est-ce qu'ils prennent plus facilement le téléphone? Enfin voilà, j'avais un peu ces...
Alors, j'ai malheureusement pas mesuré ça. En tout cas, ce que j'ai, c'est que depuis que Saphir est fini, j'ai eu pas mal de sollicitations pour dire, mais en fait, quand est-ce que ça reprend? Quand est-ce que comment est-ce qu'on s'y prend? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a une vraie volonté, du département d'avancer avec ça. Et c'est vrai qu'on voit que les personnes qui ont été formées, donc il n'y a pas que l'intervenant, il y avait aussi les cadres, mais pour eux, du coup, c'est devenu une évidence. C'est quand même assez fascinant comme ça peut switcher vraiment du tout au tout. C'était devenu évident et ça devait se faire comme ça. Donc j'ai bon espoir que ça se poursuive, mais il n'y a pas eu plus de contamination. Enfin, je ne sais pas en tout cas. Je ne crois pas qu'il y ait eu plus de contamination que ça. Merci. Daniel Bulgare aussi. Il y avait une question. Je la vois plus. Oui, bonjour, vous m'entendez? Je l'ai écrit, vous m'entendez? C'est bon? Sur les 6 familles que vous avez interviewées, je me suis demandé, ça représente combien de membres de la famille qui participent? Parce que j'ai entendu que vous ne vouliez pas seulement le proche aidant, puis je me disais, tiens, comment ils ont boutiqué? C'est assez compliqué, hein? On a invité tous les membres qui voulaient participer. Et puis pour la plupart des familles, il y a une seule personne qui est venue, voire deux. Mais il y a une famille où il y en a eu 3. D'accord. Ouais. Donc voilà, on a laissé ouvert. Après, on sait aussi que parfois c'est trop. Et puis que souvent les familles, elles acceptent de participer pour les familles suivantes, pour pouvoir améliorer les choses. Mais en fait, au bout d'un moment, elles se rendaient compte que c'était quand même très utile. Enfin, pour elles. Et puis c'est vrai qu'elles ont établi un lien assez privilégié avec l'intervenant. Voilà. Puis il a reçu des cartes après pour le remercier. Enfin, donc voilà. Merci. Bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question? Il y a des félicitations dans le chat. Je pense que ça vaut la peine de les regarder peut-être. Je ne sais pas si ces félicitations se transforment un petit peu en dernière question peut-être. Alors peut-être par rapport à la patientèle pédiatrique, je ne sais pas si on a eu dans les 6 familles, évidemment on ne le souhaite pas, mais on sait que c'est possible. Est-ce que, peut-être pour rebondir là-dessus, est-ce qu'il y a, même si vous avez peu de cas, peu de familles, est-ce qu'il y a vraiment des très grandes différences liées non seulement à la sévérité, au type de blessure, mais aussi, disons, la structure familiale, l'âge des personnes? Alors, on peut de toute façon pas avoir des résultats aussi fins vu l'échantillon qu'on a. C'est vrai qu'on a eu un échantillon assez homogène pour les patients. Donc, c'était plutôt des patients âgés avec un AVC. On n'a pas eu de patients avec un TCC. Donc voilà. Et puis, on a vu que c'est vrai que dans les scores, notamment de fonctionnement familial, ils semblaient avoir déjà un bon fonctionnement familial à la base, en fait, les gens qui ont accepté. Et c'est vrai que dans les refus, il y en a qui nous ont dit non, ma famille, c'est trop compliqué. Donc, voilà, c'est sûr qu'il y a des biais aussi à ce niveau-là. Et ouais, ça, c'est vrai. Je pense que les biais, moi je ne crois pas qu'il existe des études sans biais. Ça, si quelqu'un me présente ça, je vais lui dire non, non. Par contre, c'est vrai qu'il y a souvent des effets un peu de, je ne sais pas si on peut dire de bons élèves, mais parmi les pionniers, c'est souvent des situations pas forcément plus faciles, mais où les gens ont un peu plus de ressources. Par contre, c'est évidemment une porte d'entrée pour toucher toutes sortes d'autres personnes. Donc, peut-être en dernier mot, alors les prochains pas, vous aviez dit au début, Saphir, c'est pas fini, ça continue. Oui. Voilà, on a une rencontre d'ici le mois prochain pour justement, en équipe interpro, redéfinir l'intervention et puis partir sur un design peut-être plus d'implémentation pour pouvoir retester la nouvelle structure et puis en même temps avancer parce qu'il y a vraiment, en fait, ils voudraient l'implanter directement là maintenant. Donc, oui, tout va très vite. Donné. Donc, il faut juste recadrer les choses pour que ce soit vraiment faisable. Et puis, voilà, Marlène Boget est là aussi. C'est sûr que quand on aura redéfini la deuxième mouture, elle va repasser sous l'œil critique de Fragile pour être sûr que ce qu'on fait, ça a du sens à long terme aussi. Donc, j'en profite pour te remercier, Marlène. Merci beaucoup d'être là. Et puis, merci pour tous ces conseils et puis ce soutien. On n'entend pas. Ah. Là, vous m'entendez? D'accord. Bonjour Véronique. Oui, alors moi je suis très contente d'entendre aujourd'hui. Je trouve vraiment tout ce que tu as fait pendant ces derniers temps, tout ce que tu as mis sur pied
avec tellement d'énergie, avec tellement de, je sais pas, moi j'admire cette énergie que tu as mis dans tout ce travail. Et je trouve que c'est vraiment des choses qui étaient tellement utiles, qui doivent être tellement utiles pour les proches. Et puis j'entends justement, il y a des familles qui refusent, ou ont peut-être peur, ou c'est trop compliqué. Mais dans ce que moi je vois par rapport aux proches, je vois c'est toujours ce qui a tellement manqué, ce soutien dès le départ et par la suite. Et encore aujourd'hui, j'étais avec une personne qui m'a tout développé, un parcours. Et c'est incroyable. Il y a des personnes qui sont tout seules avec des situations, mais inimaginables. Mais ce qu'elle a fait, c'était presque insensé, tellement elle a toute l'énergie avec sa fille pour pouvoir tenir et puis aider un fils qui était perdu, entre guillemets, et qu'elle a pu comme ça accompagner. Et pour dire non, sans soutien. Non, mais vraiment pas de soutien, même le contraire. Il y a eu l'incompréhension. Voilà. Non, c'est très. Alors, je trouve magnifique ce que tu as fait. Et j'espère tellement que ça puisse vraiment couler après dans tous les services et que vous arriverez vraiment à recruter et à faire évoluer ce travail et qu'il soit vraiment. Ouais. J'entends plus comme ça à cause des proches qui sont tellement décourageants des fois. Ouais. Alors, merci beaucoup, Véronique, et bravo vraiment pour cet immense travail, c'est super. Ça me fait plaisir de t'entendre. Merci beaucoup. Alors, peut-être juste le tout dernier mot, je peux encore mettre un mot ou pas en fait? Une toute dernière question, c'est par rapport aux autres cantons, parce que là, on était pas mal sur le CHUV. Oui. Est-ce que c'est envisageable d'étendre à d'autres cantons, puis éventuellement à d'autres langues aussi? Alors, d'autres cantons, pourquoi pas? D'autres langues, en anglais, ça ne devrait pas poser de problème. En allemand, là, j'avoue que faudra avoir des ressources. Bon, j'ai comment on appelle ça, un conflit d'intérêts, parce que je représente un canton bilingue, donc Voilà. on en discutera peut-être plus tard. Et pourquoi pas? Peut-être, je pense quand même que la première des choses, il faut qu'on stabilise quand même ce qui est vraiment réaliste pour les soins aujourd'hui. Après, il y a les soins dont on rêve, puis il y a la réalité. Puis à partir de là, on pourra le traduire en allemand. Ça marche. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup de l'invitation aussi. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Oui, au revoir. Oui, au revoir. Donc, tout a été enregistré. Vous pourrez vous connecter après puis passer l'enregistrement à des amis. Bonne soirée à tout le monde. Merci encore, Véronique. Félicitations. Oui. Merci pour la technique à Martine, à François, à tout le monde. Et bonne soirée. Félicitations. Merci. Merci, félicitations, Véronique. Merci. Merci beaucoup.